Alors, bonjour à tout le monde. Au nom de l'SCFR, je voudrais vous remercier de rejoindre cette discussion sur l'impact de l'opinion publique sur la politique étrangère. Moi, je m'appelle Pavel Zerka et je suis chercheur au bureau de Paris de l'SCFR. Et juste pour vous donner un peu de contexte, de nombreux experts et praticiens de la politique étrangère ont tendance à penser que les questions stratégiques sont trop complexes pour être subordonnés à l'opinion publique. Dans le même temps, les citoyens européens ont des opinions de plus en plus fortes sur ces questions, qu'il s'agisse de la politique commerciale, des défenses ou des relations avec les États-Unis, la Chine, la Russie. Et certains dirigeants nationaux se sont empressés d'exploiter les sensibilités des électeurs sur ces questions à des fins de politique intérieure. Dans ces contextes, nous observons également une popularité croissante des sondages sur la politique étrangère, y compris ceux menés par l'SCFR depuis début 2019 dans le cadre du projet Unlock. Derrière cette tendance, il y a plusieurs hypothèses non exprimées, telles que les individus comptent pour la politique étrangère, que les gens ont des attitudes de politique étrangère qui sont pertinentes pour les décideurs politiques, et finalement que l'opinion publique peut façonner la politique étrangère, par exemple en encourageant ou en légitimant certaines politiques ou au contraire en les décourageant ou en les délégitimant. Je voudrais que cette discussion nous permette de mieux comprendre si l'opinion publique devient effectivement plus pertinente pour l'élaboration de la politique étrangère. Et deuxièmement, elle devrait nous permettre de comparer comment l'opinion publique sur la politique étrangère est exploitée dans des différents contextes nationaux et régionaux, de l'Europe centrale à la France et au Royaume-Uni, en passant par les États-Unis. Avec moi, aujourd'hui, nous avons David Cadier, qui est chercheur en sciences politiques aux Sciences Po Paris, Susie Dennison, qui est chercheuse et directrice du programme Europe Puissance au sein de l'SCFR, et finalement Maya Kandel, qui est historienne et chercheuse à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, juste pour expliquer quelques règles de la réunion, je poserai deux courtes questions à chacun des intervenants et ensuite nous passerons directement à la discussion avec le public. Vous pouvez déjà poser vos questions dans les chat box ou vous pouvez lever la main pendant la discussion. Et voilà, pour l'instant, et pour nous réchauffer un peu parce qu'il fait froid à Paris au moins, permettez-moi d'abord de vous poser à tous, à Maya, David et Suzy, une question générale qui va comme ça. Existe-t-il des arguments forts pour que l'opinion publique soit considérée comme plus pertinente aujourd'hui pour l'élaboration de la politique étrangère en comparaison avec les passés récents? Alors, je passe maintenant le micro à Maya. Oui, bonjour, merci. Merci Pavel pour cette réunion, enfin pour ce rendez-vous et cette discussion. Alors, sur cette question, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai abordé par deux angles un peu différents. Le premier angle, d'abord vraiment sur les États-Unis, c'est que les États-Unis, le système américain, y compris en politique étrangère, le système institutionnel est déjà un système beaucoup plus ouvert. Et donc, c'est vraiment un système où la société civile dans son ensemble, et par là j'entends l'opinion, les médias, mais aussi le lobbying organisé, que ce soit les intérêts privés ou des groupes citoyens, cette société civile pèse davantage en fait, sur le processus de décision en politique étrangère. C'est lié au rôle du Congrès, je ne vais pas rentrer dans les détails, et c'est quelque chose qui est lié aussi au fait qu'une des chambres du Congrès, la Chambre des représentants, est renouvelée tous les 2 ans, donc elle est en plus sensible au mouvement de l'opinion. Alors,
là-dessus, il faut tout de suite donner une échelle de temps, c'est-à-dire qu'on a vraiment une rupture sur la période récente avec la fin de la guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, il y avait cet impératif de lutte contre l'Union soviétique, lutte contre le communisme, qui étouffait un peu cette participation de la société civile. Et on a vraiment une rupture dans les années 90. Alors moi, c'est un angle que j'avais abordé dans mes recherches à travers l'étude des diasporas, sur un certain nombre de processus de décision et sur les interventions militaires en particulier. Encore une fois, je ne veux pas être trop longue maintenant, mais on voit, il y a plusieurs chercheurs qui ont même appelé les années 90 le moment des lobbies ethniques. On a vu vraiment un rôle de l'opinion, une influence de l'opinion publique sur des décisions d'intervention des Balkans à Haïti ou encore sur d'autres décisions de politique étrangère comme l'ALENA. Ensuite, on a une rupture à nouveau temporelle, mais qui dure très peu de temps après le 11 septembre. Et à nouveau, on pourrait citer d'autres exemples où l'opinion a pesé, comme la non-intervention en Syrie, par exemple. On pourra revenir plus en détail là-dessus. L'autre angle plus contemporain, moi je l'avais abordé à travers un autre sujet qui était cette fois celui de la montée des partis populistes, voire même dans certains cas leur arrivée au pouvoir. Et ça, je sais que c'est un sujet sur lequel David a travaillé également, donc on y reviendra sûrement. Et c'est un sujet sur lequel je m'étais notamment appuyée sur les études de l'ECFR, plusieurs études menées par Souzy et son équipe. Et là, il y a un point qui est vraiment intéressant, alors qui est lié aussi au double effet de la mondialisation, l'imbrication des sujets extérieurs, intérieurs, l'évolution de l'écosystème médiatique. Mais on a vraiment un effet, comment dire ça très court pour arrêter ensuite. La politique étrangère devient un sujet beaucoup plus populaire. On a au sens, je ne mets pas de jugement là-dedans, mais on a un débat qui est beaucoup plus large et l'opinion qui pèse. Alors, on précisera peut-être un peu de quelle manière, mais c'est vraiment l'idée que la politique étrangère cesse d'être un sujet uniquement élitiste. Et là encore, je ne mets pas de jugement là-dessus. Bon, ça pose tout un tas de problèmes liés à la complexité des dossiers, à la médiatisation, etc. Mais peut-être je cède la parole à mes camarades là et on reviendra sur ce sujet. Merci Maya, c'est super intéressant, surtout ce côté élitiste. Mais je laisse la parole à David maintenant, comme vous lui avez déjà évoqué. Merci Pavel, merci Alessi Phare de cette invitation. Écoutez, moi, pour répondre à cette question, je vais donc me concentrer sur le cas des pays d'Europe centrale et je vais notamment évoquer deux marqueurs auxquels ces pays sont associés dans le débat français en ce qui concerne leur politique étrangère et leur contexte de politique intérieure, à savoir l'atlantisme d'un côté et le populisme de l'autre, qui donnera effectivement des occasions de discuter avec Maya et Suzy, qui ont toutes les deux travaillé sur ces sujets. Alors, l'atlantisme, tout d'abord. On se souvient que les pays d'Europe centrale ont fait une entrée remarquée dans l'arène des débats de politique extérieure européens au moment de la guerre d'Irak, en soutenant l'intervention américaine, en affichant une préférence atlantiste claire, ce qui d'ailleurs avait amené une sortie peu amène et peu diplomatique du président Chirac, visiblement étonné. Et donc, par rapport à l'opinion publique, la question pourrait être dans quelle mesure cette préférence atlantiste reflète, ou en tout cas se retrouve dans l'opinion publique centre-européenne. Et en d'autres termes, est-ce que les citoyens centre-européens sont autant atlantistes que leurs gouvernants ou que leurs diplomates? Alors, la réponse est, à mon sens, non, ou en tout cas pas vraiment, et pas de façon unanime. Je suis en train de préparer un livre sur la politique étrangère de ces pays qui justement aborde à la fois l'atlantisme et le populisme. Et ce qu'on voit, par exemple, si on regarde la question des décisions concrètes, quand il s'agit du soutien à l'intervention américaine en Irak, une majorité de l'opinion publique en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie, était opposée à une intervention de leur pays aux côtés de la coalition dirigée par les États-Unis sans mandat de l'ONU. On peut même mentionner d'autres décisions de politique étrangère d'importance. Il faut savoir, par exemple, que lorsque la République tchèque a rejoint l'OTAN, une majorité de l'opinion publique tchèque était opposée à rejoindre l'OTAN. Le divorce tchécoslovaque, qui a été effectif en 1993, n'était soutenu
ni par une majorité de Tchèques, ni par une majorité de Slovaques. Donc, on voit quand même que sur des grandes décisions, il y a des décisions importantes de politique étrangère qui sont prises sans pour autant que ça corresponde à ce que disent les sondages. Néanmoins, et ça va me permettre de tirer un premier enseignement, il y a une décision dans les années 2000 sur laquelle l'opinion publique a semblé compter, c'est la question de l'accueil du bouclier antimissile américain pensé par l'administration Bush. La République tchèque a dû déterminer si elle souhaitait accueillir une base radar dans le cadre de ce bouclier sur son territoire. Le gouvernement était en faveur, un traité a été négocié et signé avec les États-Unis, mais la ratification de ce traité s'est trouvée bloquée au Parlement tchèque, notamment parce qu'il y avait une forte opposition de l'opinion tchèque. Mais en vérité, si le traité a été bloqué, c'est parce que le principal parti d'opposition, les sociodémocrates à l'époque, a décidé de capitaliser sur cette opposition de l'opinion publique, d'instrumentaliser en fait l'opinion pour faire tomber le gouvernement actuel. Et donc, un premier enseignement peut-être qu'on peut tirer, c'est que l'opinion publique probablement compte moins en tant que telle dans la politique étrangère que par l'utilisation que peuvent en faire les autres acteurs politiques et notamment les partis d'opposition. C'est en fait sur le théâtre de la politique étrangère moins un acteur qu'un décor dont les partis d'opposition peuvent se saisir ou qui peut tomber sur la tête des gouvernants s'ils prennent une décision qui va complètement à l'encontre malgré tout de cette opinion. Qu'en est-il aujourd'hui sur cette question de l'atlantisme et au-delà des années 2000? J'avais à vous montrer rapidement des statistiques en fait, qui tendent à prouver, et c'est un peu l'idée, j'espère que vous voyez la slide, tente à prouver en fait que d'abord il y a une différence assez marquée si on prend les 4 pays de Visegrad entre l'opinion publique polonaise d'un côté et les opinions tchèques, slovaques et hongroises de l'autre, par exemple dans leur rapport aux États-Unis, dans leur vision des États-Unis. Et ce qu'on voit sur cette étude de l'Eurobaromètre, c'est qu'en fait, à la question « Avez-vous une opposition positive ou négative des États-Unis ?» plus le pays est en couleur bleu foncé, plus l'opinion est positive. On voit en fait que si vous voyez le classement à gauche, l'opinion tchèque, hongroise, slovaque est en fait assez proche de l'opinion française sur la question des États-Unis. Donc, contrairement à cette idée de pays très atlantiste. Pareil pour l'OTAN. Encore une fois, on voit une différence entre d'un côté la Pologne, qui a une vision très favorable de l'OTAN, et les opinions tchèques, slovaques, françaises ou hongroises. Et de façon peut-être encore plus contre-intuitive, c'est également le cas sur la Russie. La Pologne mise à part, les opinions tchèques, slovaques et hongroises sont plus proches de la France sur la question de la vision par rapport à la Russie, ont même une vision plus positive de la Russie que l'opinion publique française ou l'opinion publique espagnole. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, forcément, si on prend en considération l'histoire ou la géographie de ces pays, et ça amène à un autre point, à savoir la définition de l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on appelle opinion publique? Comment la mesurer? Un chercheur anglais, Christopher Hill, à Cambridge, a souvent dit qu'en politique étrangère, l'opinion publique est un peu comme le monstre du Loch Ness. On en entend souvent parler, mais on ne la voit pas souvent. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver un contour à l'opinion publique. Est-ce qu'il faut prendre les sondages en compte ou est-ce qu'il faut prendre les acteurs dont Maya a parlé, c'est-à-dire plutôt les faiseurs d'opinion, les médias, les think tanks et le Parlement et autres. C'est ce qui est vrai pour la vision de la Russie est vrai même pour ses dirigeants. Là, c'est une étude réalisée par un institut slovaque sur le taux de sympathie ou d'appréciation à l'égard de ces différents dirigeants. Et on voit que Vladimir Poutine est plus apprécié qu'Angela Merkel, par exemple, par les opinions centre-européennes. Alors, qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il s'agit d'une spécificité centre-européenne, cette manque d'influence de l'opinion publique sur la politique étrangère? À l'évidence, non. Il y a toute une série de travaux d'analyse de la politique étrangère qui est en fait une sous-discipline des relations internationales qui justement est animée et même agitée par cette question d'influence de la politique étrangère. Et le consensus, en tout cas classique, est que la politique étrangère, comme d'ailleurs Pavel l'a mentionné en introduction, a peu d'influence parce que les citoyens dans leur ensemble sont peu informés ou peu intéressés, assez inconsistants lorsqu'il s'agit de politique étrangère. Et en général, ces travaux distinguent entre 3 catégories.
pour trois catégories graduées en termes d'intérêt et de connaissance des questions de politique étrangère, entre une élite, entre guillemets, évidemment, c'est-à-dire les services de l'État, les médias, les think tanks spécialisés, et ainsi de suite. Ensuite, un public attentif qui est plutôt composé d'intellectuels et d'entreprises qui ne sont pas forcément concentrés sur l'international. Et enfin, d'un public largement indifférent. Et le public attentif, en général, est évalué à entre 5 et 20% de la population. Transition toute trouvée et conclusion à venir à partir de cette notion d'élite, la question du populisme. Effectivement, elle a du sens en Europe centrale, puisque dans cette région, le populisme n'est pas une simple stratégie électorale, mais est devenu véritablement une pratique de gouvernement, puisque des leaders populistes y exercent le pouvoir de longue date et seuls, et donc ils ont eu l'opportunité de façonner, d'orienter la politique étrangère de leur pays. On pourrait s'attendre à ce que les populistes, en fait, suivent plus l'opinion publique en matière de politique étrangère, puisque ce sont des forces politiques qui cherchent ou prétendent gouverner au nom du peuple. Et donc, que l'on considère le populisme comme une idéologie ou même comme une stratégie politique opportuniste qui consiste à être en campagne permanente, à vouloir sans cesse être réélu, on pourrait donc le penser. Malgré tout, là encore, je répondrai plutôt par la négative. Si on prend par exemple le cas du gouvernement droit et justice en Pologne, si l'on regarde les changements et les contrastes apportés dans la politique étrangère polonaise par ce gouvernement en comparaison des gouvernements précédents non populistes, on voit que ces changements ont trait principalement à la relation à l'Europe, plutôt à la relation à l'Allemagne et au rapport à l'Europe, bien davantage, par exemple, que sur la question de la Russie ou des États-Unis. Et notamment, il y a eu un changement de discours sur l'Europe qui est non plus vu comme une opportunité, mais parfois comme une menace. Ces jours-ci, si vous suivez la presse polonaise, vous verrez que les ministres, notamment le ministre de l'Éducation, rivalisent de comparaison entre l'Union européenne et l'URSS. Et sur l'Allemagne également, il y a eu des différends diplomatiques et des révisionnismes historiques. Et or, ce changement sur l'Allemagne et sur l'Europe dans la politique étrangère polonaise ne s'explique pas par un changement structurel dans l'opinion publique polonaise. Au contraire, l'opinion publique polonaise continue d'être une des opinions européennes qui a la meilleure image en fait de l'Union européenne. Donc c'est totalement en décalage. Et donc, pourquoi des forces politiques qui gouvernent au nom du peuple ne suivent pas davantage la politique étrangère? Je pense qu'il y a deux réponses rapides. C'est que tout d'abord, les électeurs, même s'ils sont plus intéressés probablement aujourd'hui, votent rarement en fonction de sujets de politique étrangère. Et donc, s'il s'agit d'être réélu, la politique étrangère compte peu. Et ensuite, mais ça, je vais juste le mentionner parce que ça serait trop long, je pense que ça reflète aussi que pour les populistes, le peuple est une construction politique au contour mal définis et mouvants qui souhaitent eux-mêmes définir et construire plutôt qu'une réalité. Et dans ce contexte, pour finir, on peut même s'attendre à ce que les gouvernants façonnent l'opinion publique en politique étrangère plus qu'ils ne sont façonnés par elle. C'est un sondage, la dernière slide de 2019, de septembre, où il a été demandé à un échantillon de Polonais de désigner deux des principales menaces auxquelles leur pays est confronté. En rouge, la première est le changement climatique, mais en deuxième, en orange, à 24%, c'est, si je traduis, tu me diras ce que tu en penses, Pavel, l'idéologie de genre et les communautés LGBT. Donc, on voit que la deuxième principale menace de sécurité, d'après ce sondage pour la Pologne, c'est l'idéologie de genre et les communautés LGBT. Et évidemment, c'est à mettre en relation avec l'agenda politique de ce gouvernement, son contrôle des médias publics et son utilisation de la politique étrangère comme un terrain pour réaliser son agenda politique. Et donc, le populisme amène à une plus grande politisation de la politique étrangère, non pas dans le sens d'une plus grande prise en compte de l'opinion publique, mais plutôt dans le sens de la définition que Talleyrand avait de la politique, qui consiste à agiter le peuple avant de s'en servir. Voilà. Et sur cette aimable citation de Talleyrand, je passe la parole à Suzy. Je vous remercie. Oui, merci David. Et je suis d'accord avec ça, ce que tu viens de dire sur Pologne, même si j'ai l'impression que la politique étrangère, qui n'est pas très importante pour les citoyens, elle devient de plus en plus salient. Je ne sais pas quel est le mot français, saillant ou quelque chose comme ça, mais ça veut dire que ça commence à diviser la population et à devenir un sujet qui décide
comment les votants vont se comporter. De plus en plus, ce n'est pas encore un sujet le plus important, mais je vois un changement qualitatif. Suzy, très brièvement, est-ce que tu penses qu'il y a des raisons pour lesquelles l'opinion publique est devenue plus importante pour la politique étrangère dans les dernières années? Et pourquoi? Oui, merci Pavel et merci à Maï et David pour ces interventions très intéressantes. Je voulais, dans ma réponse très vite, regarder le niveau européen pour la politique étrangère parce que cette idée de politisation de politique étrangère, c'est quelque chose dont on parle assez souvent au niveau européen. Et c'est vrai que moi, je vois que ça, c'est un développement qui existe de plus en plus depuis les derniers élargissements. Alors, je crois qu'il y a un lien avec l'augmentation de l'Union européenne et l'effort de trouver un accord entre 27 pays. Mais aussi, je suis d'accord avec les autres intervenants dans le sens que je pense qu'il y a un rôle aussi pour la narrative populiste dans les pays européens. Parce que c'est clair qu'on voit de plus en plus que la politique étrangère européenne n'est plus dominée seulement par les grands pays. Et on a pas mal d'exemples dans les années récentes, comme le référendum sur l'accord avec l'Ukraine aux Pays-Bas, le blocage des pays comme la Hongrie sur les positions sur le Bélarus, le rôle qu'on a vu de Portugal dans le contexte du budget européen sur la taille de la partie pour les relations externes. On voit de plus en plus les pays plus petits qui jouent dans le processus. Et je crois qu'il y a peut-être deux raisons pour lesquelles on voit ça. Dans une partie, c'est le phénomène dont les autres ont parlé, que la politique étrangère joue plus dans la politique nationale. Alors, ça veut dire qu'au niveau européen, ça devient plus important pour les gouvernements de rentrer dans le jeu et de former un peu les positions européennes. C'est rarement le cas qu'une question sur la politique étrangère est très critique dans les élections nationales, mais quand même, on voit de plus en plus, je pense, de débat sur ces questions. Alors, je suis d'accord avec Maya que même si ça reste un sujet des élites, on voit plus de conversations dans les médias nationaux. Mais je pense que la deuxième raison, et peut-être c'est plus important en fait au niveau européen, c'est que la politique étrangère, c'est un des domaines où les gouvernements nationaux peuvent montrer leur influence dans le projet européen. Ça, c'est une question qu'on a regardée dans nos sondages récents à l'ECFR. On a posé la question si les gens des pays trouvent que le gouvernement a plus ou moins d'influence dans les dernières années au niveau européen sur les politiques. Et dans chaque pays qu'on a couvert, sauf l'Allemagne, la réponse était que leur influence a diminué. Et je pense que c'est peut-être dans ce contexte-là qu'on voit les gouvernements essayer un peu à former, à diriger plus l'Europe sur ces questions de politique étrangère pour montrer leur impact. Parce que ça, c'est une domaine qui est assez visible et où le rôle de l'Europe devient de plus en plus clair. Alors, je crois que dans un sens, ça devient un peu un triangle entre la question d'influence, l'augmentation de l'Europe et plus l'augmentation d'importance de politique étrangère dans le débat domestique qui crée ce phénomène qu'on voit au niveau de politisation. Alors oui, je vais laisser l'art pour mes premières remarques et
repasser la parole à Pavel. Merci, Suzy. Ça me montre que peut-être c'est important de distinguer la politique européenne et la politique étrangère un peu, parce que la politique européenne est devenue de plus en plus quelque chose comme une politique nationale pour plusieurs pays membres de l'Union européenne. Permettez-moi de poser juste une question encore pour chaque intervenant. Je pense qu'on va suivre le même ordre alors avec Maya. Vous avez déjà parlé de la spécificité américaine dans ce sujet, mais je serais intéressant si vous pouviez dire s'il y a des raisons pour lesquelles l'opinion publique devrait être prise plus en compte dans la formulation des politiques étrangères, aussi en ce qui concerne les États-Unis. Alors, en fait, je pense que c'est déjà assez le cas. Je ne sais pas si ça marche. Non, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir une coupure. Ok. Oui, par rapport à moi, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu en 2016 comme en 2020 que la politique étrangère ne comptait pas dans l'opinion pour les élections, etc. Moi, je suis pas certaine. En fait, je suis pas tellement d'accord avec cette analyse parce que pour moi, en 2016, la question du rapport au monde, de la redéfinition du rapport au monde et du rôle dans le monde des États-Unis, c'était un aspect central des promesses de Trump. Et je pense que c'était encore le cas en 2020. Et alors, évidemment, on n'est pas la politique étrangère dans ces sujets les plus stratégiques sur le désarmement, l'Iran ou des choses comme ça. Mais que ce soit, même s'ils sont abordés parfois sous l'angle de la politique intérieure, la Chine, la Russie, le commerce, le climat, ça reste des sujets qui sont objet de la politique étrangère. Et on voit là, avec la nouvelle équipe démocrate, que cette prise en compte de l'opinion, cette politisation de la politique étrangère, elle se poursuit. On a même jusqu'à une... alors, je suis d'accord qu'il peut y avoir des nuances. Est-ce que c'est une prise en compte de l'opinion? Est-ce que c'est une instrumentalisation de l'opinion? Moi, j'ai le sentiment qu'on a même on arrive à une politisation également dans la définition des intérêts nationaux. Le fait d'admettre que, dans une certaine mesure, la définition des intérêts nationaux et la définition des menaces aussi sont des objets politiques. Et alors, effectivement, l'opinion, les partis vont toujours instrumentaliser l'opinion, mais d'abord, la puissance, la question de la puissance, c'est la capacité, mais c'est aussi la volonté d'agir. Et même si l'opinion ne va pas déterminer le contenu de la politique étrangère, elle fixe des bornes, elle fixe des limites à l'action des gouvernants. Et ça, il y a des études vraiment très précises, même quantitatives, on peut faire confiance aux Américains là-dessus, qui le montrent. Et donc, cette volonté d'agir, elle est contrainte par le poids de l'opinion sur certains sujets. Et je crois que les partis populistes, et je disais ça dans un sens, sur le fait que la politique étrangère devienne un objet plus populaire. Alors, encore une fois, ça pose énormément de questions, notamment avec la diffusion de théories complotistes qui se diffusent justement parce qu'elles simplifient des dossiers complexes à l'extrême, et c'est une des raisons de leur succès et de leur attrait. Mais je pense que c'est déjà en fait le cas, cette prise en compte de l'opinion, cette contrainte de l'opinion sur un certain nombre de dossiers. Et si je peux juste ajouter un point, pour moi, un des aspects qui a été vraiment porté par cette montée des partis populistes de droite comme de gauche en Europe comme aux États-Unis,
ça a été vraiment une critique, un rejet de ce qu'on appelait TINA, vous savez, le There is no alternative, cette espèce de dogme qui s'est vraiment déroulé dans les années 90 de la mondialisation heureuse des démocraties de marché. Certains auteurs ont dit les partis populistes portent une vision alternative des relations internationales, une critique des relations internationales, et ça me semble très juste. Bon, il y a clairement une interaction, instrumentalisation réciproque, mais je pense qu'il y a là aussi un produit qui vient d'une évolution de l'opinion. En tout cas, pour les États-Unis, c'est assez clair. Et notamment, alors c'est lié aussi à leur système électoral, mais pareil, il y a des études économiques sur les effets de la mondialisation et de l'ouverture à la Chine qui montrent la manière dont ça a affecté, alors c'est peut-être 0,2% des emplois, mais c'est des milliers d'emplois dans justement les 3 États qui, depuis 2 cycles électoraux, font ou défont les élections, enfin les candidats à la présidentielle. Donc je le vois par ce poids électoral aussi. Je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on a une équipe démocrate qui veut réinventer la politique étrangère, réimaginer la notion de sécurité nationale et faire une politique étrangère pour les classes moyennes, pour le dire de manière succincte. Merci, Maria. De ce que je comprends, ce que vous dites, c'est que c'était la rigidité ou certains éléments de manque d'alternatives dans la politique étrangère américaine qui a donné plus de place pour l'opinion publique pour que ça ouvre un peu la discussion sur la politique étrangère qui était sans alternative avant. Oui, absolument. C'est critique de cette gestion technocratique sans regarder les conséquences pour la population concernée, parfois impactée par certaines décisions. Et en fait, on a eu, alors ça a pris du temps, mais il y a quand même une critique très forte de ça. Et bon, on pourrait, si on inclut des questions comme le changement climatique, on peut aller beaucoup plus loin sur ces sujets. Oui, tu as raison. Merci. Je passe le micro vite à David. Vous avez, David, déjà parlé un peu de l'Europe centrale. Je ne sais pas si vous voulez continuer ou peut-être parler de manière un peu plus générale sur est-ce que vous pensez que l'opinion publique devrait jouer plus des rôles dans le façonnement de la politique étrangère et quels devraient être les moyens pour faire ça? Parce que de ce que vous avez déjà dit, je comprends que vous n'êtes pas nécessairement un partisan de faire confiance seulement au sondage de l'opinion publique pour savoir qu'est-ce que les gens pensent sur la politique étrangère. Merci. Oui, là, absolument. C'était ça le point, c'était de dire que ça serait simpliste de penser qu'au moment de prendre une décision de politique étrangère, les gouvernements accordent trop d'importance aux sondages sur cette question. Malgré tout, comme je l'ai dit, c'est vraiment un élément du décor, du contexte de politique intérieure dans laquelle la politique étrangère est formulée, que les décideurs ne peuvent ignorer. Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit davantage prise en compte? Probablement, en tout cas, qui est plus de participation, d'information, d'implication, peut-être pas de la politique étrangère, mais de la société civile, des partis, des organisations citoyennes dans la définition de la politique étrangère, à n'en pas douter, d'autant que, évidemment, un des effets de la mondialisation, c'est cette compression du monde, le fait que les distances et les temporalités sont réduites, et donc le monde est comme une toile d'araignée où lorsqu'il y a une secousse à un endroit, ça vibre à un autre endroit, et donc les citoyens sont plus touchés d'une certaine façon, peut-être qu'ils n'étaient plus impliqués en tout cas par rapport à la politique internationale. D'un autre côté, malgré tout, certaines choses, à contrario, invitent à une forme de prudence, notamment le rapport à l'information, le rapport à
à l'expertise, l'avènement des médias sociaux, les possibilités de manipulation de l'opinion publique que ça offre, qu'il vient quand même, la désinformation, des outils de la politique étrangère. Est-ce qu'une opinion de politique étrangère, politique internationale, doit être forgée sur une vidéo envoyée par un site douteux qui montre simplement un aspect d'un problème? À mon avis, c'est ouvert à débat. Et peut-être, pour terminer, rebondir sur ce que disait Maya, je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a différents populismes en fonction des régions. Mais si la politique étrangère s'est transformée, le monde extérieur, dans le sens des intérêts de l'État, il me semble quand même qu'en tout cas, les populistes européens sont plutôt à rejeter l'environnement extérieur, à chercher de préserver leur société de son influence, que de mettre en œuvre une véritable vision de comment ils souhaiteraient transformer la politique étrangère. Les études qui sont faites, par exemple, sur les prises de position des partis populistes au Parlement européen sur la crise ukrainienne ou la crise syrienne montrent qu'ils ont compliqué les processus de consensus et de fabrique en fait, d'une position institutionnelle, d'une certification d'une opposition et d'un rejet, sans forcément proposer une alternative construite, pensée et sans véritablement en fait, s'intéresser aux résultats plutôt que donner l'impression de s'opposer ou de régler un problème. Et d'ailleurs, peut-être que je peux finir là-dessus, il y a pas mal de partis populistes qui ont été élus sans avoir véritablement de section sur la politique étrangère dans leur programme. Je pense par exemple à ANO en République tchèque, le parti d'Andrzej Babiš, ou même à Cinque Stelle, le mouvement 5 étoiles en Italie. Mais encore une fois, je pense que c'est des types de partis populistes d'une certaine fabrique, tandis que d'autres partis populistes, plutôt qu'on pourrait appeler national-populistes, plus la droite radicale, en fait, plus conservateur, probablement plus le gouvernement droit et justice en Pologne ou le président Trump, eux ont l'intention véritablement de façonner la politique étrangère, moins d'ailleurs en fonction d'une idéologie populiste qu'en fonction d'une idéologie nationale conservatrice, c'est-à-dire nativiste, isolationniste, nationaliste, et ainsi de suite. C'est super intéressant. Moi, je comprends que dans le cas d'Italie, 5 étoiles, le cas qu'il n'y avait pas de programme dans la politique étrangère, c'était un peu lié à l'idée que il voudrait promouvoir une démocratie directe où ce sont les votants qui devraient façonner cette politique comme ça. Peut-être de ce côté-là, un programme n'est pas nécessaire ou même n'est pas désiré. Absolument. Et en fait, pas de section, plutôt, si disons que la section était peu développée sur la politique étrangère, mais je suis d'accord, effectivement, c'est plutôt une conception un peu plébiscitaire de la politique étrangère. Suzy, il y a des grandes questions que je pense que vous ne pouvez pas éviter parce que Maya a déjà mentionné les théories complotistes qu'on pouvait voir très bien pendant les processus de Brexit. Et comme ça, je pense que vous pouvez nous dire un peu comment la politique étrangère et européenne est exploitée dans la politique interne des Royaumes-Unis. Mais je serais également en même plus intéressé à savoir quelles sont les leçons que vous avez tirées après 2 ans de direction du travail de l'ECFR sur l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique compte pour la politique étrangère et jusqu'à quel point? Et sur la question du Royaume-Uni, je pense que c'est l'exemple par excellence d'une politique étrangère qui a été créée par une narrative populiste. Et je vois dans le chat box déjà les questions sur le rôle des nouveaux acteurs, des réseaux sociaux, les pétitions et tout ça pour créer une politique étrangère. Et je crois que vraiment ce qu'on a
vu au Royaume-Uni, c'est une grande pétition, un référendum national qui a donné un avis et puis qui a élu des gouvernements pour essayer à construire cette politique étrangère imaginaire, cette idée de Global Britain après l'Europe. Je pense que ce qu'on voit dans le débat au Royaume-Uni, c'est qu'on n'a peut-être jamais eu autant de présence des questions des relations internationales dans le débat national, mais peut-être on n'a jamais eu si peu de contenu dans ce débat, de vrai contenu. Et ce que ça montre, c'est qu'il y a un grand écart entre les expectations de la politique étrangère et les vraies possibilités. Et ça, c'est très clair si on regarde les sondages, par exemple, au Royaume-Uni de cette année. Nous, en tant que LSI Affaires, on a commissionné des sondages, mais il y a beaucoup d'autres organisations qui ont eu des résultats similaires, qui ont montré que les citoyens du Royaume-Uni croient toujours dans l'idée de coopération internationale. Ils attendent ça. Nous, par exemple, 66% ont dit que la crise de Covid a montré le besoin pour plus de coopération. Ça a montré aussi que c'était l'Allemagne qui était vue comme le partenaire sur lequel les perceptions ont amélioré le plus. Oui, je crois que c'était 78% ont dit que soit leur avis de l'Allemagne avait resté le même pendant Covid ou ça avait amélioré. Et pour tous les autres acteurs les États-Unis, la Chine, enfin, tous les autres parties de cette idée de Global Britain hors de l'Europe, les perceptions avaient baissé pendant cette expérience. Alors là, on voit un grand écart entre la vraie opinion publique et le narratif de ce que le Royaume-Uni doit faire après cette expérience. Et on voit la même chose au niveau économique. On voit beaucoup de soutien pour l'idée de la création d'une espace européenne pour les supply chains, pour les équipements essentiels, pour la coopération autour de la relance économique. Et tout ça au même temps que le gouvernement mène une conversation très, très dure sur le vrai rapport de commerce avec l'Europe après le Brexit. Alors, je pense que ce qu'on a créé avec ce processus où l'opinion publique a été très prise en compte dans la position du gouvernement, mais sans assez d'injection d'évidence et vérité dans ce débat. C'est pour ça que les deux côtés, l'élite et l'opinion publique, ils peuvent jamais se satisfaire. Il n'y a pas de solution parce que oui, c'était tout basé sur un mensonge au début. Alors, je crois que le Royaume-Uni, c'est une situation assez spécifique en ce moment et je ne vois pas trop l'année prochaine comment ça peut se résoudre. Mais pour revenir juste très vite sur ta question plus large, Pavel, sur ce qu'on voit plus au niveau plus général, c'est que la relation entre l'opinion publique et les positions, c'est très varié. Ça dépend vraiment du contexte domestique dans chaque cas. Si on regarde un peu
la France, par exemple, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai décrit du Royaume-Uni, dans le sens qu'on voit un grand effort de la part du gouvernement de Macron de créer une politique européenne qui crée une Europe très française, mais en même temps pour mettre une marque sur la politique étrangère de l'Europe envers des autres. Mais dans les réponses dans les sondages publics, ça n'a pas créé plus de croissance dans ni le projet ni les politiques étrangères en retour. Alors, je pense que oui, le lien entre les deux, ça reste très particulier et ça dépend beaucoup sur le système politique et la façon dont c'est vu par les publics. Merci, Suzy. Mais si je peux ajouter une petite question. J'ai l'impression que on a tous l'impression que la politique étrangère est assez compliquée, assez complexe. Et comme ça, il y a beaucoup de dangers de se baser sur l'opinion publique dans la formulation des politiques étrangères. Dans ce sens-là, à quoi peuvent servir les sondages sur l'opinion publique, sur la politique étrangère? Quel serait l'objectif de ces sondages? Et je pense que l'objectif, la raison pour les faire, c'est exactement de comprendre ce contexte politique et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à oui, quelle politique pourrait marcher, pourrait être vendue à la public et comment travailler avec les attentes de la population du gouvernement. Je pense que oui, ça vaut pas le coup de l'utiliser pour poser des questions trop techniques sur les positions politiques étrangères, mais plutôt de comprendre comment ces positions peuvent s'impacter dans les vraies vies des gens. Et on voit ça, je pense, de plus en plus dans les sondages de toutes les grandes organisations qui font ça au niveau européen, d'essayer à faire ce lien entre la vie politique et la politique étrangère. Et je pense que ce processus est très important pour... parce que oui, le monde, le contexte de la politique étrangère a évolué et comme on dit des autres, c'est plus quelque chose qui peut rester juste un projet élite. Merci. Et merci aussi tous les trois d'essayer de répondre aux questions qui viennent d'être posées sur le chat box. C'est le moment de débat. Je vous invite à laver vos mains, mais je ne vois pas personne qui lave la main. Je vois quand même qu'il y a plusieurs questions dans le chat box. Et comme ça, peut-être on pourrait déjà commencer cette ronde de votre opinion, de vos conclusions, dans lesquelles vous pourrez inclure vos réponses à des questions qu'on a vues dans le chat box. Donc, par exemple, pour Maya, il y a une question très spécifique concernant les États-Unis. Comment peut-on réconcilier votre analyse de l'influence de l'opinion publique sur la politique étrangère américaine avec la thèse de l'Imperial Presidency, donc l'idée que la présidence devienne de plus en plus puissante et capable d'agir indépendamment du Congrès. Il y a aussi des questions sur les nouveaux outils d'interpellation des décideurs sur la politique étrangère, comme réseaux sociaux, pétitions en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels seraient les rôles peut-être on peut l'appeler corps intermédiaires, comme ONG, comme quelque chose entre les citoyens
les décideurs dans la politique étrangère. Et puis, et puis, je pense que ce qu'on a manqué jusqu'à ce moment dans notre discussion, c'était les observations sur la France. Alors, on en a parlé un peu sur l'Europe centrale, l'Amérique et le Royaume-Uni. Mais est-ce que vous pensez que la France a quelques spécificités dans ce qui concerne l'utilisation, l'exploitation de l'opinion publique dans la politique étrangère et comment vous comparez France avec d'autres pays? Et puis, la Chine. J'aimerais savoir l'opinion des panélistes sur la compétition Chine-États-Unis en Europe. La Chine essaie-t-elle d'influencer l'opinion publique européenne par sa diplomatie Covid? C'est ça sur les questions. J'espère que je n'ai pas perdu aucun. Non, il y a encore un. Existe-t-il des études récentes et fiables portant sur le poids des enjeux internationaux dans la décision de l'électeur lors des scrutins présidentiels ou législatifs? L'hypothèse étant que le dit poids reste marginal, sinon dérisoire. D'autant que la rhétorique électorale a aussi pour fonction de façonner l'opinion, puis d'invoquer ce tropisme supposé pour justifier telle décision ou telle indécision. Donc, je m'arrête ici. Et je pense qu'on va aller dans le même ordre. Même si je suis tenté de le faire autrement. Mais est-ce que c'est bien pour vous, Maya, de commencer? Oui, bien sûr, pas de problème. Bon, il reste très peu de temps, donc de toute façon, je ne pensais pas spécialement conclure parce que c'était trop... Enfin, déjà, ce sujet est déjà compliqué quand on a 30 minutes de présentation, donc là, je ne pourrais pas conclure. On a abordé plein d'aspects, mais je n'ai pas l'impression d'avoir réussi à développer quelque chose de cohérent. Non, sur les questions... sur le choix des électeurs, parce que j'ai vu cette question effectivement dans le chat. Alors, encore une fois, je parle des États-Unis que j'ai regardé cette année, il y avait pas mal de scrutins. C'est un peu compliqué pour la présidentielle, enfin pour les scrutins de novembre, parce qu'en fait, avec tous les votes par correspondance et on a les scrutins, les sondages habituels sortis des urnes n'ont pas la même validité. En revanche, il y avait un point que j'avais des sondages que j'avais regardés de manière plus attentive, qui étaient au moment des primaires démocrates. Et alors, encore une fois, on n'est pas dans la définition, la quintessence de la politique étrangère traditionnelle, noble, voilà, mais quand même dans son cœur et un sujet qui me semble essentiel, qui est le climat. On voyait que, par exemple, entre Biden et Sanders, Sanders qui avait complètement transformé sa manière d'aborder la politique étrangère en mettant le climat vraiment au centre dans les derniers mois de la campagne des primaires, c'était le premier facteur pour un grand nombre des électeurs qui l'avaient choisi dans les premiers scrutins des primaires. Il y avait un aspect très générationnel là aussi, qui est un autre sujet intéressant, mais que je ne vais pas développer là, bien sûr. Après, il y a plein de points que j'avais notés sur lesquels je voulais revenir aussi. Alors, et qui répondent aussi qui abordent aussi une des questions qui est complètement pertinente sur... moi, c'est vrai que j'ai abordé le sujet avec l'ouverture du système par le Congrès. Et en effet, on a aux États-Unis un phénomène de présidence impériale qui n'a fait que se renforcer. Mais en même temps, et on l'a vu, y compris sous Trump, le Congrès, un peu comme l'opinion, a fixé des limites sur certains sujets. Et là, je trouve... on voit... Alors, encore une fois, c'est plutôt c'est pas l'opinion qui détermine le contenu. C'est l'opinion qui établit des limites qui sont ensuite intériorisées. Je reviens même là à ce que fait... pour le coup, Trump d'accélérer les désengagements et on n'entend absolument pas les démocrates agir pour une bonne raison, parce que ça les arrange bien, parce que tous les derniers sondages là-dessus d'Instituts sérieux montrent qu'on a
majorité, entre 60 et 70% des Américains qui pensent que sur cette question des interventions militaires, ces conflits ont été menés pour rien. Donc évidemment, ça donne ça donne une latitude d'action sur des points qui auraient peut-être été plus tabous aux États-Unis, de se désengager d'un coup, alors qu'ils rencontraient davantage de résistance. Après, et je vais terminer là-dessus, puisqu'il ne reste que 4 minutes, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a aussi, d'abord dans la tradition historique et dans l'actualité, un phénomène populiste de gauche. Je suis absolument d'accord avec David qui parle plutôt de partis nationalistes ou nationalistes réactionnaires ou traditionnalistes pour Trump, hein, c'est absolument vrai. En revanche, il y a à gauche d'abord historiquement une tradition populiste différente et on a vu de plus en plus, on voit alors, ce n'est pas l'opinion, encore une fois, là, c'est vrai, c'est plutôt la société civile organisée, vouloir vraiment investir la politique étrangère, peser sur son élaboration, avec des propositions très concrètes, mais à la limite, ce sera un autre sujet, et j'arrête là. Merci Maya. Et je note de votre intervention que les sondages et la discussion sur le sujet des politiques étrangères avec les citoyens, ça permet aussi de toucher certains tabous qui n'étaient pas touchés avant. Et ça joue un peu ce rôle aussi éducatif dans ce sens-là. Et peut-être psychologique, ou comment dire, de prendre conscience de sa propre inconsistance. Suzy nous a dit qu'elle peut laisser tout le reste du temps à David pour les conclusions. On a 2 ou 3 minutes encore. Alors, David, à toi. Merci Pavel. Je suis un peu comme Maya, je serais assez réticent à conclure en 3 minutes sur un sujet qui divise les chercheurs depuis 60 ans, mais peut-être simplement noter un paradoxe. Effectivement, c'est quand même une explication qu'on donne souvent du comportement de politique étrangère d'un État, de dire tel président fait ça parce qu'il est bas dans les sondages. Mais ce qu'on retient quand même de la discussion, c'est qu'on voit que c'est assez difficile d'identifier précisément les vecteurs par lesquels cette opinion affecte concrètement les décisions. Peut-être qu'on peut en mentionner 2 et du coup, je vais toucher certaines des questions. Un des vecteurs, c'est le processus de fabrication du point de vue bureaucratique, institutionnel ou politique. Effectivement, probablement, on peut s'attendre à ce qu'un pays où le Parlement joue un rôle plus important en politique étrangère fournissent un point d'entrée plus important pour l'influence de l'opinion publique, puisque des parlementaires chercheront, et on le voit par exemple au Congrès américain dans une certaine mesure, mais en tout cas, je mentionne ça plutôt pour contraster avec le cas de la France, où le Parlement, lui, a quand même peu de prise sur la politique étrangère, et donc c'est peut-être une des spécificités françaises. Mais à part ça, je ne pense pas qu'il y ait d'exception française malheureusement, en matière de politique étrangère. Je pense que c'est un peu pareil. L'autre façon pour l'opinion, et encore une fois, ce qu'on retient, je pense, de nos discussions, c'est que l'opinion publique, dans le sens sondage, est une chose. Mais après, il faut évidemment prendre en compte les perceptions collectives, les identités collectives, les sentiments, la culture politique, ce qui est, à mon avis, quelque chose de différent. Et c'est là où les entrepreneurs peuvent jouer un rôle important, que ce soit les ONG, que ce soit les individus. Effectivement, le climat a été mentionné. Il suffit de voir comment les grandes entreprises maintenant prennent en compte par avance les positions de leurs clients sur le climat pour changer leur politique avant même parfois les gouvernements. Donc, je pense que l'autre prise de l'opinion publique ou de la communauté politique sur la fabrique de la politique étrangère se situe plutôt au niveau des imaginaires, des interprétations, des compréhensions. Et là, les entrepreneurs de normes peuvent vraiment affecter la façon dont un problème de politique étrangère est perçu. Et donc, c'est le cas évidemment des ONG, que ce soit sur les mines antipersonnelles ou d'autres sujets, où là, des acteurs comme ça peuvent, à mon avis, avoir un impact indirect de par la façon dont les problèmes en fait, de politique étrangère sont perçus, sont définis, sont abordés, parce que la politique étrangère, in fine, doit quand même malgré tout le temps correspondre à la vision d'une certaine façon que l'État et que la communauté politique a d'elle-même.
Merci David et merci surtout d'aborder un peu ce sujet de la spécificité française. Malheureusement, on doit terminer, même si c'est juste le début d'une longue débat que j'espère qu'on va continuer. Permettez-moi de remercier tout le monde d'avoir participé à cette discussion. Merci Maya, merci David, merci Suzy. Et je remercie surtout à Mathilde Tchoula et Gosia Piaskowska de l'avoir préparé, d'avoir préparé ce débat. Je vous invite vivement à vous rejoindre aux autres événements de l'ECFR et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.